bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde qui va être consacrée à la thématique de la céréale dans une luzerne vivante. Donc voilà, avec un fonctionnement qu'on aurait peut-être espéré faire de manière différente, mais donc, les conditions nous obligent à faire ça à distance. Donc je vais démarrer par me présenter, juste présenter mon rôle. Donc moi je suis Virginie Rioux, conseillère en agronomie sur la question de la préservation des sols. Donc je vais animer cette table ronde et je vais être donc accompagnée ici avec donc deux agriculteurs qui sont avec moi sur Angers, dont je vous présenterai, et puis donc on a à distance mon collègue Alexandre Raté, donc également conseiller agronomie, accompagné également d'un agriculteur. Donc c'est Alexandre qui sera donc en connexion directe avec vous via le chat. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire deux mots déjà pour savoir si ça fonctionne bien de ton côté? Oui, alors bonjour à tous. Donc je vois que tout a l'air de bien fonctionner de mon côté. Du coup, si on rencontre des difficultés en cours de webinaire, j'hésiterai pas à arrêter et pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Du côté de l'autre côté de vos écrans, pardon. Également, si vous rencontrez des difficultés, vous avez un chat en bas à droite de votre écran sur votre PC. Normalement, vous êtes en plein écran, donc il faut quitter le plein écran pour accéder au chat, qui est en bas à droite, je répète. Et donc vous pouvez me poser vos questions sur ce chat-là, me faire remonter les difficultés de connexion éventuelles pour les traiter le plus rapidement possible. Voilà globalement. Donc les questions, n'hésitez pas à les poser en direct, ne pas attendre la fin du webinaire pour poser toutes vos questions. Je vais les traiter au fur et à mesure, essayer de les regrouper et les poser à la fin aux exploitants ici présents. Si j'ai besoin de vous répondre en direct, je peux vous répondre en direct également. Voilà pour le fonctionnement du chat. Ça semble OK pour le moment, donc Virginie, je te redonne la parole. Alors, merci. Donc, je vais vous faire un petit point du contexte, puisque cette table ronde elle est organisée dans le cadre d'un projet qui a été démarré depuis septembre 2019. Un projet qui visait à capitaliser les expériences en agriculture de conservation au Pays de la Loire. Puisqu'en fait, c'est vrai qu'en agriculture de conservation, il y a beaucoup de pratiques d'essais chez les agriculteurs. Et finalement, il y a peu de références ou d'outils qui a capitalisé l'ensemble de ces expériences-là. Donc ça, c'était le but du projet. Ce projet, il a reçu le soutien financier des fonds CASDAR, donc coordonnés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et également le soutien financier de l'ADEME Pays de la Loire. Aujourd'hui, donc c'est pas loin de 80 expériences en agriculture de conservation qui ont été remontées via ce projet-là, sur 5 principales thématiques qui sont les couverts végétaux, les couverts permanents, le colza associé, le strictile maïs et le semi-direct. Donc aujourd'hui, l'idée de cette table ronde, c'est de remonter l'expérience de 3 agriculteurs sur la thématique des couverts permanents. Et c'est vrai que quand on a regardé l'ensemble des expériences sur la question des couverts permanents, on a vu qu'en Pays de la Loire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui implantaient des céréales dans une luzerne vivante sur cette question des couverts permanents, avec des objectifs soit fourrage, soit grain. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de centrer cette table ronde bien sur un objectif de céréales grain. On est sur cette technique. Comment implanter une céréale dans une luzerne vivante dans un objectif grain. Donc c'est vrai que c'est une technique qui reste assez jeune, où il y a encore peu de références. Donc c'est pour ça il nous a semblé assez opportun d'aborder cette thématique plus sous la forme de témoignage. Donc je remercie les 3 agriculteurs présents aujourd'hui qui vont être là pour présenter leurs pratiques, leurs difficultés, leurs réussites dans cette technique-là. Voilà, ils ne sont pas là pour présenter
exactement le cadre de ce qu'il faut faire et puis vous allez repartir avec la recette miracle pour chez vous. Hein. Non, l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage. Et c'est pour ça qu'il nous semble aussi intéressant d'avoir cet échange et cette possibilité de chatter ensemble via la voix d'Alexandre pour aller un peu plus loin que les questions qu'on va pouvoir leur poser tout de suite. Voilà, donc l'idée, c'est déjà que je vous présente les trois agriculteurs qui sont présents. Déjà, je vous remercie, Raphaël, Guillaume et Jérémy, d'être présents avec nous dans ces conditions-là et d'avoir bien voulu jouer le jeu. Hein, voilà. Donc vous avez, ce que vous avez en commun, c'est que vous avez 3 ou plus de 3 ans de recul sur cette technique-là, d'implanter une céréale d'hiver, donc que ce soit un blé ou une orge, dans une luzerne vivante. Donc ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu plus rapide et puis qu'on fasse un petit tour rapidement, je me propose en fait de vous présenter pour qu'on puisse un peu connaître la carte d'identité de chacun. Et vous n'hésiterez pas à me compléter si j'ai oublié quelque chose. Hein. Donc je commence par la Sarthe, le Sartois des trois, donc Guillaume l'écureur. Donc là tu es situé sur la commune de Saint-Calais en Sannois, donc là on se situe au nord du Mans, en polyculture élevage, donc avec de la volaille de louée et puis des céréales sur 220 hectares donc de culture avec 2 UTH. Donc plutôt, je dirais quand même un profil céréalier, on va dire, avec des sols argilo-limoneux. Alors si on veut se donner une idée du potentiel, en céréales, c'est un potentiel autour des 85 quintaux hectares pour toi. Pas d'irrigation avec des cultures, un assolement, blé, maïs, grains, betterave sucrière, luzerne, porte-graine, pois de printemps. Tu as fait du travail simplifié déjà depuis un moment, depuis 2000, et aujourd'hui ton objectif est plutôt d'aller vers du semi-direct, notamment pour les couverts, puis ensuite pour les cultures d'automne. Donc on verra que toi, effectivement, sur une parcelle en particulier, voilà, tu es à 3 années consécutives de céréales sur tes premières luzernes. On verra ça en détail. Est-ce que ça te va comme présentation, Guillaume? Bonjour à tous, oui, ça me convient tout à fait. Tout à fait, j'ai pas dit quelque chose qui n'allait pas, ok, très bien. Alors maintenant, je vais passer à Raphaël qui est avec moi ici à Angers. Donc toi, Raphaël, tu es sur la commune de La Chapelle-Saint-Lô, donc dans le 49, au nord d'Angers, pas très loin d'Angers. Sur une exploitation aussi en polyculture élevage avec des céréales et des bovins en graissement sur 290 hectares, dont 50 hectares de prairies. Donc finalement, après, on va dire sur 240 hectares, tu as quand même aussi un profil plutôt céréalier, on va dire. Donc tu es tout seul sur l'exploitation, sur des sols argilo-calcaires superficiels, sableux battant, avec des potentiels un peu moins élevé que chez Guillaume. Là on est plutôt à 60 quintaux hectares en moyenne en céréales, on va dire. Ta l'irrigation est sur 25 hectares seulement, donc et tes cultures qu'on a seulement blé, orge triticale, seigle, colza, maïs, sorgho, voilà, avec des cultures aussi de diversification comme de la lentille de consommation ou du millet à couper. Tu as plutôt un matériel uniquement en cuma, on en reparlera, et puis toi tu es en travail simplifié depuis déjà longtemps aussi, finalement un peu comme Guillaume là depuis 2000 ans, ton installation. Et aujourd'hui sur ta ferme un objectif de 100% semi-direct et vert permanent, on va le voir tout de suite. Donc toi tu as sur tes parcelles 3-4 années de recul aussi avec des luzernes qui ont eu 3 années de consécutives en blé également. Voilà. Est-ce que ça te va, ça, comme présentation, Raphaël? Bonjour à tous, oui, c'est bien, ça résume bien l'exploitation. Merci à toi. Alors maintenant, Jérémy. Alors Jérémy, toi, on va aller un petit peu plus loin puisque tu es sur la commune de Méniel-Vicomte dans le Maine-et-Loire également. Donc on est au nord-ouest d'Angers, on est proche de l'Indre-et-Loire.
Donc un profil là cette fois-ci uniquement céréalier sur 65 hectares, donc tout ça sur l'exploitation. Par contre la petite particularité par rapport à vous deux, là, c'est qu'on est sur une installation récente, hein, qui a eu lieu en 2018, avec en même temps que ton installation une conversion à l'agriculture biologique. Et donc il se trouve que du coup maintenant tu es certifié après la période de conversion en agriculture biologique finalement depuis 1 an, avec valorisation possible. Donc là sur les sols, on est sur du plus lourd, hein, dominante argileuse et puis très argileuse sur certaines de tes parcelles. Si je ne me trompe pas, sur des rendements on va dire conventionnels, c'est des potentiels d'à peu près 60 quintaux. Voilà, Oui, c'est ça. En conventionnel, après en bio c'est autre chose. Voilà. Donc pas d'irrigation, les cultures, blé, orge d'hiver, orge de printemps, sarrasin on va dire principalement. Et puis comme objectif lors de ton installation, hein, d'installer une couverture permanente de légumineuses sur toute l'exploitation, dans un objectif que ce soit permanent, hein, c'est-à-dire de conserver dans la durée cette couverture. Et donc depuis 3 ans, tu testes cette technique-là, et donc on va pouvoir en parler. Est-ce que ça te va aussi, Jérémy? C'est très bien, c'est parfait. Très bien. Bon écoutez, j'ai envie maintenant, si tout va bien Alexandre, de ton côté, je vais poursuivre. Si tu vois, tu ne me fais pas de signe, c'est bon. Je vais poursuivre avec ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous proposer de décrire votre itinéraire technique, mais je vais vous poser un petit peu les questions pour savoir un petit peu les points communs que vous avez et puis finalement les différences. Et puis voilà, j'ai quelques questions, 5-6 questions à vous poser et après je laisserai les échanges se faire aussi avec les participants qui nous suivent aujourd'hui. Et donc dans la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante, c'est finalement pourquoi aller sur cette technique d'implanter une céréale dans une luzerne vivante. Quels sont les objectifs visés par chacun? J'ai envie en fait de démarrer par Jérémy pour effectivement on a dit que c'était un profil un peu différent hein, puisqu'on a agriculture biologique. Toi, tes objectifs, quels sont tes objectifs vraiment d'aller vers cette implantation d'une céréale en couvert permanent sur ton exploitation? Les objectifs, je dirais qu'il y en a déjà 2 principaux. Le premier, c'est le contrôle de la pression des adventices. C'est-à-dire que je m'appuie sur la luzerne comme un compétiteur. Je procède à l'inverse, c'est-à-dire tant qu'il y a de la luzerne, il n'y aura pas le reste. Donc je fonctionne comme ça. J'essaie d'apporter du noir pour éviter qu'il y ait le moins de blanc possible. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est l'accès à l'azote. C'est-à-dire qu'en bio, le deuxième problème, après le désherbage, le deuxième problème qui vient, qui est aussi majeur à régler, c'est d'apporter l'azote à la céréale. Le choix de la luzerne, puisque j'aurais pu partir sur une autre espèce plus invasive ou plus adaptée, mais bon, la légumineuse a aussi l'avantage de capter l'azote de l'air pour constituer un stock d'azote au sol. Donc c'est les 2 principaux critères, c'est ça. D'accord. Vraiment aussi avec centré sur finalement les points faibles du système en bio, donc l'azote d'un côté et puis la gestion des adventices. Et ensuite, Guillaume et Raphaël, c'est vrai que vous avez partagé en commun les objectifs par rapport à cette technique, qui sont vraiment un objectif d'aller vers la simplification du travail, voire du semi-direct, un objectif de couverture permanente. Et toi, Raphaël, c'est vrai que tu insistais sur, on a préparé sur le fait que toi, c'est aussi avoir un couvert qui est déjà en place à la sortie de la culture, pas avoir un planté une couverte d'été qui peut être parfois un peu compliqué. Oui, suite aux
voilà, les précédentes années où il fait vraiment très très sec et on a du mal à implanter un couvert en été, donc c'est vrai que voilà, le fait de s'orienter vers la luzerne, ça permettait d'avoir un couvert qui était déjà en place et qui tout de suite, une fois la céréale récoltée, continue de pousser et donc le sol est toujours couvert. Tu avais aussi un objectif d'aller vers l'économie d'intrants avec cette technique. Oui, comme l'a dit Jérémy, voilà, le fait que ça soit une légumineuse, donc, ça ramène quand même de l'azote au sol. Et donc, la première année, on n'a pas un gros bénéfice, mais les années suivantes, oui, on a le bénéfice de la luzerne. Et puis on a aussi l'économie de l'implantation. Oui, de l'implantation d'un couvert. Il a implanté une fois. Et puis toi, Guillaume, quand on a aussi préparé, je trouvais que tu as insisté aussi sur... Alors tu partages les mêmes objectifs que Raphaël, mais tu insistais aussi sur la notion de structure du sol. Oui, tout à fait, oui. Ayant une luzerne implantée depuis quelques années avant de semer les céréales, il y a un système racinaire qui se développe et qui permet justement d'éviter les zones de compaction pour le blé qui suit, et en permettant aussi d'avoir un couvert déjà implanté après la récolte du blé, ce qui permet, moi dans mon cas, de gagner un peu de temps par rapport justement à cette implantation de couvert. Parce que ayant des sols assez argileux, l'inconvénient qu'il y a en été, c'est que si on laisse trop longtemps sans rien faire, le sol devient dur, plus ou moins en surface, donc l'implantation est un peu plus difficile. Donc en ayant une luzerne déjà implantée, ça permet que le couvert soit déjà fait. Ok, merci. Donc après, l'autre question que j'aimerais vous poser aussi à tous les trois, c'est finalement pourquoi avoir choisi la luzerne en couvert permanent, parce que c'est vrai qu'on voit se développer aussi d'autres plantes qui peuvent jouer le rôle de couvert permanent, notamment du trèfle blanc, du lotier aussi qui se développe. Et c'est vrai que ce qui nous a marqué, c'est qu'en Pays de la Loire, l'ensemble des remontées des pratiques étaient surtout centrées effectivement sur la luzerne en couvert permanent. Et donc c'est vrai que toi, Guillaume, finalement ça a été un peu une opportunité, puisque la luzerne, tu l'avais déjà toi, sur ton exploitation. Oui, tout à fait. En fait, le choix de la luzerne est peut-être pas forcément le premier choix que j'aurais eu si j'avais à l'implanter exprès. Par contre, je fais de la luzerne en contrat porte-graines, donc ça m'a permis d'avoir l'opportunité d'essayer justement le semis de céréales sur couvert de luzerne. C'est plus l'opportunité vis-à-vis de mes contrats de semences qui m'ont fait faire le choix de la luzerne. Ok, d'accord. Et par contre, toi, Raphaël, tu me disais que finalement, toi, le choix de la luzerne, ça s'est fait plutôt par rapport à la typologie de sol, et puis le fait que chez toi, c'était... Oui, moi, c'est pareil, donc je cultivais déjà de la luzerne avant pour mes animaux. Ouais. Donc je savais que sur mes types de sol, la luzerne, c'est quelque chose qui venait très bien, et qui était très adapté aux argilo-calcaires, de toute façon, c'est une des plantes les mieux adaptées, je pense. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis orienté vers la luzerne au départ. Et là cette année j'essaye avec du lotier aussi. D'accord, petit test. Oui, voilà. Et c'est vrai que toi, tu avais déjà suivi aussi les travaux de Lucien Séguy. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup suivi ces travaux sur Internet. Voilà, ça permet de se former aussi un peu à cette technique. Et c'est vrai que il parlait beaucoup de la luzerne et de ses avantages, donc je me suis orienté là-dessus au début. Ok, puis toi Jérémy, finalement aussi, avant de te lancer, alors finalement la luzerne, et finalement c'est pas que la luzerne, toi tu as fait le choix de la luzerne, mais tu avais essayé différentes espèces aussi, et puis finalement la luzerne, tu ne l'avais pas toute seule en fait. Au départ, oui, comme il était question à mon installation de partir déjà sur un maximum de couverture, j'avais le choix de décider des espèces. Donc j'étais parti sur un mélange.
donc luzerne plus trèfle, et j'ai aussi fait des parcelles en pur, c'est-à-dire j'ai de la luzerne en pur, du trèfle en pur, et puis le reste en mélange. Donc en mélange, c'est-à-dire de la luzerne, en gros c'est un tiers de luzerne, un tiers de trèfle blanc, plusieurs types de trèfle blanc, des trèfles blancs nains, des trèfles blancs de type Mériglio, et puis du trèfle hybride. Donc je me rends compte que je ne regrette pas d'avoir fait ces mélanges-là, parce que je me rends compte au bout de 3 ans que mes luzernes pures, je n'arrive pas à les tenir. C'est-à-dire que sur mes sols, la luzerne, au bout de la 3e année, fatigue. Je ne pourrais pas vous donner vraiment une explication sur... j'ai quelques idées, mais enfin bon, c'est pas net, les raisons de sa disparition. Mais en tout cas, je suis bien content de trouver les trèfles qui, eux, par contre, ont tendance à maintenir la barre bien plus longtemps et à maintenir leur présence en hiver en particulier. Là, par exemple, ce que je remarque aussi, c'est que j'ai une tendance la luzerne n'est pas un repos végétatif en hiver, et en bio, je me retrouve sans rien en couverture. Donc, là, encore une fois, je suis bien content d'avoir des trèfles pour occuper le sol. Toujours avec cette idée d'avoir quelque chose qui couvre pour limiter les adventices. Oui. C'est mieux. Quoi. Ouais. Ça avait été dessiné à la base. Et puis, après, j'ai toujours des parcelles pures pour... justement, ça permet de voir si en pur les avantages et inconvénients de chacun. Okay. Donc voilà, des choix finalement vers la luzerne orientés de façon un peu propre à chacun. Et puis avec le choix de Jérémy de mélanger et d'aller vers la diversité finalement pour s'assurer quelque chose de constant dans tout le temps. L'autre question qui me vient ensuite dans l'ordre des choses, c'est finalement, donc on va essayer de passer dans l'itinéraire technique pur là cette fois-ci. C'est au tout début finalement comment implanter ce couvert. Alors c'est vrai que là, Guillaume, je ne sais pas si je te donne la parole, puisque toi, la luzerne, elle est déjà en place, c'est ta culture porte-graine. Donc là, oui. On ne se pose pas trop la question de comment tu l'implantes, enfin, c'est classique, on va dire. Si ce n'est qu'effectivement, elle est un peu plus écartée. L'écartement est un peu plus important sur les rangs de luzerne qu'une luzerne classique. Voilà. Tout à fait, en porte-graine, il est conseillé de semer à peu près en écartement de 36 cm, à quelque chose près, et de semer à 4 kg hectare, donc assez en faible densité. Donc elle est implantée à peu près 3 ou 4 ans avant finalement les céréales qui suivent, selon la durée du contrat. Et puis, alors toi Raphaël, toi tu as fait le choix d'implanter ta luzerne avec un colza. Donc là ta luzerne est une plante compagne du colza. Oui c'est ça, donc moi je l'implante dans le colza en plante compagne avec en plus des lentilles et des féroles. Donc, et je ne garde que les luzernes, je détruis. Dans l'hiver on détruit, les lentilles de toute façon normalement sont détruites par le gel. Et s'il reste des févroles, c'est pas grave, il est détruit chez nous. Et oui, j'ai choisi, voilà, je pense que c'est vraiment la face. Ouais, je trouve que c'est la meilleure implantation pour moi dans le colza. Et après, oui, ça. Voilà. Et, voilà, elle végète sous le colza, tout le temps que le colza prend dessus, et on la retrouve vraiment très bien après l'été suivant, une fois qu'on va colza. Donc une date d'implantation finalement qui est, oui, mi-août quoi. Donc relativement tôt, ouais, tout est implanté. Ouais. Et au moment où on récolte le colza, la luzerne est oui, la luzerne est en dessous, elle est là et elle repart tout de suite une fois le colza battu. Donc tu fais un broyage des cannes pour laisser la lumière en fait. Oui, c'est ça, une fois le colza battu, donc on broie les cannes pour que la lumière passe bien, et puis la colza, la luzerne se développe tout de suite. Et donc elle prend la place, et même les repousses de colza souvent ont du mal sont même pas présentes, alors que normalement on sait qu'après un colza il y a vraiment énormément de repousses. Là la luzerne est déjà installée, elle prend sa place. Alors toi Jérémy, des implantations aussi sous couvert.
peut-être plutôt au printemps, sous couvert d'herbes le printemps au sarrasin, tu as aussi fait en pur à l'automne. C'est quoi tes choix d'implantation en fait? Les deux, mon capitaine. De la diversité? Bah, c'est par rapport à la... tout à l'heure, tu parlais d'accidents climatiques, des sécheresses. C'est par exemple, j'ai eu de la chance, au moment de mon installation, il y a 3 ans, j'ai pris l'option d'implanter tout au printemps. J'ai eu de la chance, on a eu un beau temps, donc c'est parti. Donc c'est l'année où il fallait le faire. J'ai reproduit ce schéma-là que j'ai considéré comme idéal, et j'ai vite compris que c'était sûrement pas ça qui était idéal. C'est-à-dire qu'on s'est ramassé 2 sécheresses après, dont celle de l'année dernière qui était une sécheresse de printemps, et où j'ai misé, manque de bol, 70% de mes semis, et j'ai loupé 100% de mes semis. Parce que je me suis retrouvé en situation de sécheresse, malgré des semis qui se sont passés au mois de mars, quand même, et dans de bonnes conditions. Donc j'ai un petit peu calmé les ardeurs, et je suis maintenant, j'essaie de faire 2 types de semis, c'est-à-dire du semis au printemps, et si ça ne répond pas à cause d'une sécheresse ou pour X raisons, je repasse aussi, soit une deuxième fois, et le reste de la somme en semis d'automne. D'accord. Donc en semis de printemps, c'est sous couvert, avec une céréale, soit avec une orge de printemps, soit avec un sarrasin. On pourrait faire ça avec un tournesol au printemps, mais de préférence le plus tôt possible pour éviter que la légumineuse souffre de la sécheresse. En gros, c'est le manque d'eau du mois de juin qui pose problème pour les implantations de printemps. Et sinon, c'est à l'automne, et là, pour le coup, ça peut se faire d'ailleurs sous couvert de céréales d'hiver, ou alors c'est après, ça peut être aussi derrière un déchômage. Là, on repart sur... Ok. Alors, et puis après, toi, ce que tu fais dans ta technique, Jérémy, c'est une fois que la luzerne elle est implantée, tu pars sur finalement un nettoyage de la parcelle, entre guillemets, c'est-à-dire sur des fauches successives. Oui. Pendant une année, oui. Avant d'implanter la céréale. Ouais. On est sur un temps repos, travail de la légumineuse sur la parcelle. Alors pour l'instant, ça n'arrange pas de faire ça parce que ça veut dire que ça sous-entend laisser la parcelle en fauche pendant 1 an. Oui. Il y a des conséquences économiques évidentes. Mais pour l'instant, c'est l'option que je retiens parce que physiquement, je suis dans ce couloir-là. On réfléchit, je réfléchis à d'autres méthodes pour essayer de voir comment je peux au moins diminuer cette année blanche. J'entends bien blanche en termes de chiffre d'affaires, mais pour l'instant, je suis bloqué avec ça, c'est une contrainte. Avec le déclenchement des fauches, finalement en lien avec le salissement graminé, quoi. C'est-à-dire que... Je déclenche la première fauche à partir du moment où les premières espèces de graminées fleurissent. C'est-à-dire, concrètement, le vulpin des champs et le vulpin des prés, qui sont parmi les premières. Ça veut dire, le vulpin des prés, c'est le 25 avril, le vulpin des champs, c'est le 10 mai. Ça donne une idée des dates de déclenchement. Sachant que toutes les fauches sont restituées. C'est pas des fauches exportées dans ton système. En tout cas, l'idée, c'est d'alimenter le sol. L'idée, c'est de stocker l'azote pour la céréale suivante. Donc, si comme tu as la parole, je vais continuer sur la question. Donc, maintenant, ça y est, on a la luzernette en place chez tout le monde. Maintenant, comment on vient implanter une céréale dans cette luzerne qui est déjà installée? Donc, toi, tu es allé sur un semoir de semi-direct qui est en Cuma, donc un avatar. L'objectif, c'est de bouger un minimum le sol. Oui, oui, pas touche à ce qui a été fait depuis l'année dernière, c'est ça. Donc on est fauche du trèfle, et on vient semer. Voilà. C'est ça. On est là. Donc après, je pense qu'on y reviendra dans les questions.
Je vais pas plus loin là maintenant, c'est vrai que, enfin, on peut se dire, parce que je suis aussi un peu les essais que tu fais chez toi, il y a encore pas mal de questions sur les dates de semis, les densités. Il y a un essai densité de semis cette année chez toi sur ces techniques-là. Les variétés les plus adaptées aussi. Je pense que ça, c'est encore des choses que tu as commencé à travailler, mais qui sont aussi des pistes de travail. Je pense Ça a besoin d'affinage. Ça a besoin d'affinage. On en reparlera plus précisément. Sinon, je vais aussi donc redemander quelques compléments sur l'implantation. Guillaume et Raphaël, là, vous fonctionnez à peu près pareil aussi. C'est-à-dire qu'on est là sur une implantation avec un semoir de semi-direct, donc c'est juste que c'est peut-être pas le même. Et puis, Raphaël, si tu veux dire comment ça se passe, l'implantation, la luzerne, tu nous as dit, donc après ton colza, par exemple, tu as un oui, c'est ça, donc après le colza, donc on laisse enfin non, une fois le colza récolté, on roule déjà, on passe un coup de rouleau. Bon, nous, c'est parce qu'il y a des pierres, déjà ça rappuie en plus la luzerne, plus les cannes de colza. Ouais. Donc, tu me disais que des fois, tu avais aussi des gros ravageurs. Oui, malheureusement, on a des sangliers aussi, donc ça permet de remettre un peu à plat le terrain, le plus bas possible, même si des fois c'est pas évident. Et donc, la luzerne se développe l'été, donc après, en fin d'été, on fait un voyage. Et donc la luzerne la repart. Et on la stoppe après donc avec un glyphosate. Et ça permet aussi de nettoyer les quelques adventices qui peuvent être présentes. Donc à quelle quantité là-dessus? Entre 1 litre et 1,5 litre, vraiment une faible dose, je pense. Et donc après, une semaine après, à peu près, on implante le blé en direct. Et voilà, le but c'est de bouger le moins le sol possible, et de pas détruire ce qu'on a mis en place. Okay. Donc Guillaume, c'est assez proche, si ce n'est qu'il me semble que toi, ça t'arrive de faire des foches et puis d'exporter la luzerne, alors avec une réflexion peut-être de changement de pratique de ce côté-là, mais... Oui, tout à fait. Alors, moi, je récolte ma luzerne fin août, début septembre, donc avec la moissonneuse. Donc après, selon les conditions, si elle repousse vraiment bien, je peux refaire une fauche pour la vente. Pour la vendre en fourrage pour des voisins éleveurs. Donc, on va dire, sur tournant rebanage courant octobre. Et après, j'implante mon blé en semi-direct, on va dire fin octobre, tout début novembre. Donc, si elle pousse pas trop entre ma récolte de luzerne et mon semis de blé, elle est juste détruite, si on veut, détruite. Abîmé par un passage de rouleau type rouleau Faca et puis le semoir de semi-direct. Tout ça, je le fais faire pour l'instant par un voisin qui est, lui, équipé en semoir SD. Donc, et entre deux, je fais à peu près, on va dire 1 litre, 1,5 litre de glyphosate pour nettoyer, puisque étant écarté à 36 cm, il y a quand même de l'espace entre les rangs de luzerne. Donc pour éviter un salissement précoce dans les blés, je sécurise avec un passage de glypho. Ok. Donc voilà, ça y est, on a notre céréale qui peut être du blé de l'orge qui est implanté pour chacun d'entre vous. Donc après, la grande question de cette technique-là, c'est qu'est-ce qu'on fait après? On va réguler, laisser faire, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être laisser Raphaël nous dire ce qu'il fait, parce qu'effectivement c'est peut-être toi qui a la technique un petit peu plus aboutie, un peu plus d'expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pratiques toi? Comment ça se passe? Voilà, une fois le blé implanté, donc là moi je fais le désherbage de blé, surtout antigraminé à l'automne, parce que de printemps on n'arrive pas à avoir une efficacité assez importante, donc je le fais l'automne. Et après la luzerne est en dormance tout l'hiver. Et une fois qu'elle repart au printemps, de toute façon, le but étant qu'elle ne dépasse pas 10 à 15 cm, qu'elle reste à 10 ou 15 cm sous le blé, en fait.
Et donc là, je la régule, moi, par 2 passages d'allier à 9-10 grammes. Et bon, jusqu'ici, ça a fonctionné, mais malgré tout, je trouve qu'à la récolte, voilà, elle est quand même encore un peu trop développée pour moi. Donc, là, je vais peut-être revoir ma technique et puis peut-être remettre une hormone au 2e passage, faire un passage d'allier et une hormone après pour le réguler encore plus. D'accord, enfin, petit questionnement, parce qu'effectivement, se dire voilà, qu'il faut qu'à la luzerne, à la récolte, par contre, moi j'ai pas de luzerne. Alors, toi Guillaume, t'es un peu en réflexion aussi là-dessus, mais sinon t'avais démarré sans régulation particulière. Ouais. Tu vois, parfois ça pose des difficultés. Tout à fait, oui. Alors, la toute première année d'implantation de mon premier blé, ça s'est passé très bien. La luzerne est restée en dessous l'épi, donc j'ai pas été embêté. Mais dès la 2e année, la luzerne, fin juin, passait par-dessus l'épi de blé. Donc 2e, 3e, enfin j'ai... Et le souci, c'est que j'avais pas vraiment de produits, enfin j'utilisais pas vraiment de produits pour la réguler. Donc l'inconvénient au moment de la récolte, c'est qu'on récoltait la luzerne en même temps que le blé. Donc ça faisait baisser la qualité de l'échantillon de blé, quoi. Donc je me posais justement la question, suite à m'être renseigné vers plusieurs personnes, justement d'utiliser l'allier, 2 passages d'allier pour la réguler et qu'elle reste tapie en dessous le blé. Donc essai que je vais faire cette année. Ok, merci. Et alors la question qu'on se pose tous, dans Jérémy, effectivement en bio, bah là, pas de moyens chimiques. Donc ce qui a été fait sur la luzerne, c'est des fauches successives, mais après, on a implanté la céréale, il n'y a pas de contrôle derrière. Au final... Bah oui, bah je vais vous décevoir, il n'y a pas grand chose à faire derrière, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à faire, c'était avant. Ouais. On ne peut. Alors, il y a certaines structures, Arvalis par exemple, qui réfléchissent à des maîtrises physiques par la fauche, mais ça sous-entend semer en rang, faucher à l'interrang, donc il y a des choses qui peuvent être faites. Et là, en l'occurrence, pour ma part, oui, il n'y a rien à faire. La luzerne, c'est-à-dire que ça sous-entend que la luzerne, de toute manière, passera au-dessus de la céréale. Elle n'est pas régulée, donc elle passera au-dessus. Pour l'instant, ça aussi, c'est quelque chose qui est une piste de travail, hein, puisqu'on voit bien que du coup, ça concurrence. Ça concurrence, on se retrouve avec des gousses de luzerne dans le l'orge, donc ça sous-entend du triage derrière. Donc effectivement, est évoqué les travaux d'Arvalis, de Régis Elias, qui travaillent sur des travaux encourageants, on en parlera peut-être, sur gestion par la fauche de l'interrang, qui donne des résultats intéressants. On a essayé aussi chez toi de faire quelques simulations oui, on avait essayé on va dire manuelles de tout ça, donc ça donne des choses intéressantes, c'est à creuser. Dans les dernières questions, parce que on a implanté la céréale, on l'a régulée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on vient récolter la céréale? Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous avez différentes pratiques. Toi, Jérémy, la paille, elle est broyée, tout reste en fait au sol. Donc on a vu que Guillaume, toi tu avais aussi, tu laisses aussi des pailles sur place. Tu fais parfois, on a dit, la vente de ta luzerne aussi. La repousse, oui, mais c'est arrivé que 2 fois depuis que... D'accord. Donc, ok. Et puis, et toi par contre, Raphaël, tes pailles sont exportées, t'as besoin de la paille. Oui, j'ai besoin de la paille pour mon élevage, et puis j'ai des éleveurs à côté aussi qui me prennent la paille. Et donc c'est vrai que, là je vois cette année, je fais même manger de la paille à mes animaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de luzerne dedans. C'est-à-dire certaines bottes ont beaucoup de luzerne, et
elles peuvent être mangées. Ah, donc ça c'est aussi intéressant. C'est aussi, oui, ça a un intérêt. Par contre, derrière toutes les fauches que tu. Enfin, si tu fais des fauches derrière, ça reste au sol. Par contre, oui, tous mes broyages derrière aux fauches, ça reste au sol. Et bah, donc, du coup, maintenant j'ai envie de conclure, là, avant de laisser les questions du chat venir, finalement, d'essayer de faire une petite conclusion chacun sur votre satisfaction par rapport à la technique, puis surtout essayer de donner quelques critères d'évaluation. Bah, Raphaël, toi, tu me disais que tu avais l'impression d'un meilleur comportement du blé finalement en étant associé. Oui, alors je sais pas si c'est le fait de concurrence ou enfin pour moi les blés sont plus hauts qu'avant par rapport aux techniques avant, techniques de culture simplifiée, je les trouve beaucoup plus hauts dans la luzerne. Et toi t'as besoin de paille donc c'est bien. Oui. Et donc est-ce que c'est le fait de la concurrence et que le blé voilà, se force à pousser, je ne sais pas, ou est-ce que c'est la présence justement d'azote et après c'est vrai que bon, pour l'instant en rendement, voilà, on n'a pas eu de chute de rendement. On est sur les mêmes moments, voire même mieux. La deuxième année, je sais que j'ai fait mieux par rapport à... Et donc voilà, ça a tout son intérêt, je trouve. En termes de qualité du blé. Oui, non, en termes de qualité, il n'y a pas de changement. Et c'est pareil, voilà, la luzerne voilà, ramène de l'azote disponible au blé, donc pour moi ça ne peut être que mieux. Donc toi aujourd'hui, les résultats que tu as, ça te conforte plutôt. Oui, ça me conforte dans ce que j'ai fait. Voilà, je pense que oui, ce que ça devait apporter, voilà. Voilà, ce que tu recherchais dans tes Ce que je recherchais dans mes objectifs, voilà, c'est là. C'est là. C'est tout à fait là. Guillaume, toi de ton côté, est-ce que satisfaction par rapport à cette technique, tes critères de satisfaction? Alors en fait, pareil, en termes de rendement, je n'ai pas vraiment vu de baisse, en sachant que dans les médias, là où que j'ai essayé, c'était quand même des faibles potentiels en céréales, aux alentours des 70-75 quintaux, enfin faibles pour moi, hein, bien sûr, il y en a toujours, ça peut être plus faible, mais voilà, c'était des parcelles pierreuses, superficielles, donc en termes de rendement, je pense que j'ai aucune différence. C'était plus au niveau de la alors, qualité de l'échantillon, pas du grain de blé en soi, mais étant donné que le petit tortillon de luzerne est même densité et même taille qu'un grain de blé, donc à l'échantillon, automatiquement, ça fait baisser le PS. Donc je me retrouvais avec des PS de 71-72. Par contre, un taux de protéines de l'échantillon qui était à 14,5-15. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça qu'il faut que je trouve un moyen que la luzerne reste en dessous de mon blé. Mais sinon, en termes de rendement, tout ça, j'ai vu aucune différence, aucune concurrence tout au long de la période de la culture du blé. Donc je suis content, voilà, de la luzerne en soi qui était pas forcément le premier choix logique, mais vu que la luzerne se comporte bien dans mes parcelles, donc je suis voilà. Et puis ayant le contrat de porte-graines, ça me permet d'essayer à plusieurs façons différentes au fur et à mesure des années. Donc, et donc toi, Jérémy, est-ce que tu peux faire un bilan là sur ces trois années de recul? Donc peut-être pas satisfaisant en termes de rendement, hein, tu vas nous dire, c'est ça le qui pêche. En rendement, ça pêche en rendement, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Les 2 premières années, j'ai sorti 7 quintaux, donc parce que la luzerne avait dépassé la céréale, et en plus, alors j'ai remarqué qu'il y avait un double effet, le double effet qui se coule, c'est que le premier effet, c'est qu'au printemps, la luzerne et le trèfle ont l'emprise sur le sol, donc empêchent la céréale de se développer. Et le deuxième effet, c'est que la luzerne, alors c'est peut-être moins vrai, c'est quand même moins vrai pour le trèfle blanc, mais en tout cas la luzerne passe par-dessus et continue, alors
continue d'affaiblir la céréale qui était déjà dans un état très affaibli pour finir à diminuer chaque composante du rendement, c'est-à-dire le nombre de... Alors c'est pas le nombre de grains au mètre carré qui a impacté, c'est le nombre de... Les tailles ne se font pas, donc je me retrouve avec des tiges, des mètres brins qui sont... le nombre de tiges au mètre carré est divisé par 3, et on a même remarqué, là, par rapport aux précédents les essais qu'on a menés sur 2 ans, carrément un raccourcissement de la tige, excusez-moi, un raccourcissement de l'épi de moins, je dirais, moins 50%. C'est-à-dire qu'un épi qui normalement devrait faire, admettons, 10 10 cm, comme ça, on se retrouve avec un épi qui en fait 5-6. Donc, chaque composante de rendement étant diminuée. Donc ça, ça fait peur, parce que c'est le principal risque qu'il va falloir gommer si je veux continuer dans ces itinéraires-là. Et puis, je rejoins Guillaume dans une de ses remarques, c'est-à-dire que à la récolte, une fois que la céréale a dépassé la céréale, il faut gérer la question des siliques, qui se retrouvent de toute manière dans le grain. Donc ça sous-entend un triage, c'est-à-dire qu'il faut... Alors, on est à la limite, comme les siliques qui sont cassés en deux ont à peu près le même diamètre que les graines, on se retrouve à un trigueur normal à grille n'est pas suffisant. Il faut passer sur une table densimétrique pour les enlever. Sinon, on se retrouve avec des siliques et donc des problèmes de qualité, d'agréage en livraison. Pour du blé tendre, ça passe pas. Et si je peux un petit peu compléter ce que tu dis, en fait, ce qu'on estime, ce qu'on voit qu'il y a à réfléchir, c'est qu'on ne peut pas compter sur la légumineuse autant qu'on aurait voulu, peut-être, sur la question de l'azote. Donc, à voir ça, comment ça se travaille. Par contre, pour finir quand même sur quelque chose de positif, c'est quand même possible. C'est-à-dire qu'on est arrivé à aller jusqu'à un grain. Hein, donc, la technique est quand même possible. Après, il y a encore des choses à adapter. Oui, peut-être je rectifie là-dessus. On est d'accord que même s'il y a eu 7 quintaux de fait, les 7 quintaux, alors en l'occurrence, ça c'était d'orge, hein, c'était sur un essai d'orge, présentaient le type de protéines que je voulais et une qualité, on va dire, en termes, je veux dire, vis-à-vis des maladies, vis-à-vis spécifiques à la céréale, c'était nickel. Il n'y avait rien à ajouter par rapport à une récolte, on va dire, ça répondait aux critères d'agréage. Là, c'est purement des questions, c'est moins des questions biologiques ou de pollution par des mycoses ou ce genre de choses-là. Non, là, c'est des questions physiques, c'est-à-dire j'ai les siliques qui sont dans ta grain, comment je fais pour m'en séparer. Ok. Voilà, donc encore des pistes de travail de ton côté, on pourra en échanger. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous faire un petit point sur les questions qui remontent avant que... Oui, alors les questions sont assez nombreuses. J'espère qu'on arrivera à toutes les traiter en l'espace de 10 minutes. Du coup, on va les prendre tout de suite. Alors, il y a plusieurs thématiques. Il y a des questions autour de l'itinéraire technique, autour du matériel, autour de la régulation de la luzerne, beaucoup d'interrogations à ce niveau-là, de la récolte et de la partie aussi un peu produits phytosanitaires. Alors, les premières questions qui sont apparues, c'est surtout notamment autour de la date de semis chez toi, Jérémy, de la luzerne à l'automne. Alors, Raphaël et Guillaume, vous vous semez plutôt à l'été, ou en août, si j'ai bien entendu. Et du coup, il y avait une question, donc toi, Jérémy, à quelle date tu sèmes ta luzerne à l'automne? Septembre. Le plus tôt, ouais, septembre, c'est lié. Début septembre. Le plus tôt possible. Alors le problème, c'est que des années comme on traverse, des sécheresses qui se prolongent, qui se transforment en été indien, mettre en place une luzerne sans eau, c'est compliqué. Mais si la situation se présente bien, les semis sont déclenchés en septembre, voire début septembre. Tout simplement pour que la luzerne puisse passer l'hiver. Une luzerne qui est semée en octobre, en tout cas sur mes parcelles, avec le taux d'argile qu'il y a, ça ne passe pas l'hiver. D'accord. Ok, il y avait aussi des questions autour de la densité, pour faire les questions un peu rapides.
Donc toi, Guillaume, tu sèmes à 4 kg hectare pour ta luzerne porte-graine. Raphaël et Jérémy, vous êtes à combien en densité de semis? Donc là, moi, sous colza, je suis à 10-15 kg. Et voire même, on peut même mettre plus, que la première année, j'ai semé à 20 kg. La luzerne, mais en pur, comment dire, sans mettre autre chose avec. En fait, elle était pure, la luzerne, qu'avec le colza. Ouais. Et là, je suis monté à 20 kg. Et bon, après, sur ces deux. Ce que je dirais, c'est vrai que sur l'implantation à 20 kg, par contre, j'avais moins de présence, je pense, de mauvaises herbes par rapport à l'implantation à 10-15 kg l'été d'après. Sachant qu'aujourd'hui. Je pense que la luzerne couvrait plus. Aujourd'hui, tu mets 10-15 kg de luzerne, 5 kg de lentilles. C'est ça. Et 40 kg de fèvre. 40 fèvre, ouais. Avec tes 3 kg de colza. Oui, 4-5 kg de colza, enfin c'est des colza fermiers. D'accord. Jérémy, toi, sur la densité de semis? Ça tourne autour de 10 kg de luzerne, 3 kg de trèfle blanc, 500 g de trèfle hybride. Et pour les 3 espèces, je cherche des variétés les plus agressives possibles. J'avais déjà essayé des variétés gentilles. Le résultat était 0, nul. Enfin bref, c'est pour ça que je cherche le plus agressif possible. D'accord. Je rebondis du coup sur l'aspect variété parce qu'il y avait quelques questions autour de la variété. Donc Jérémy, toi tu vas rechercher des espèces plutôt agressives. Raphaël et Guillaume, est-ce que la variété, Guillaume, toi je suppose que tu l'as suivi via le. Je choisis pas la variété, moi on me l'impose vis-à-vis du contrat de semence 3 ans avant. Donc, Ouais. Et Raphaël? Donc moi je mélange 2 variétés de luzerne. Souvent une luzerne plus typée sud et puis une luzerne plus de chemin, je ne sais plus comment on l'appelle, mais j'ai plus les noms en tête des variétés, mais en fait je mets 2 variétés différentes dedans pour vraiment avoir que ça couvre le plus possible l'été. Donc je pense qu'en mettant 2 variétés, s'il y en a une qui est moins concurrentielle que l'autre, au moins il y aura quelque chose qui couvrira ça. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu fais aussi des mélanges de variétés. Oui, mais mes blés sont en mélange. J'ai 5-6 variétés de blé. C'est pas du blé en pur. C'est un mélange de variétés, justement pour une économie aussi sur les phytosanitaires. Ok, et super transition. Du coup, sur l'aspect phytosanitaire, donc est-ce qu'il y a je dirais même intrants plutôt que phytosanitaires, est-ce que le fait de mettre en place cette pratique, ça va apporter des réductions d'azote, voire de fongicides, d'insecticides, de désherbage? Et j'ai envie de faire une question groupée en disant, du coup, est-ce que ça a un impact derrière sur la marge brute de la culture, positif, négatif, et sur le rendement? Puisque tout va être lié en fait. Est-ce qu'il y a une réduction au niveau intrant et est-ce qu'il y a un impact sur la finalité qui est le rendement et la marge brute? Je ne sais pas si je suis clair. Moi je vais répondre. Oui, sur tout ce qui est apport, on va dire d'engrais, oui là ça a un impact. Pour moi pas la première année, parce que la première année, là je fais. J'apporte la même dose qu'une céréale en conventionnel d'azote. Je pense que les luzerne n'est pas encore assez développée pour apporter assez d'azote au blé. Par contre, à partir de la deuxième année, je fais une économie d'à peu près 50 unités, 40-50 unités sur mes apports d'engrais. Après, sur tes fongicides. Sur mes fongicides, moi comme je travaille en mélange de variétés, et puis peut-être plus j'ai fait luzerne, mais après sur mes blés en conventionnel, parce que j'ai aussi des blés en conventionnel à côté, en semi-direct mais conventionnel, sans luzerne, et donc moi je travaille à un quart de dose, avec un fongi à un quart de la dose. Et jusqu'ici j'ai pas plus de problèmes, on n'a peut-être pas eu des années avec des pressions maladives importantes, mais donc au final, toi... j'ai une économie d'intrants, de phytosanitaires. Donc forcément, ça joue, oui, sur
sur la marge. Oui, puisque ton rendement étant pas. Ouais. Et est-ce que, donc Jérémy ou Guillaume peut-être, est-ce que vous voyez un impact, ou Guillaume, est-ce que vous voyez un impact sur le rendement de la culture principale qui est le blé au final? Enfin, le blé ou une céréale d'hiver, pardon. Non, bah, comme je disais, j'ai pas vu pour l'instant dans les parcelles que j'ai essayé, j'ai pas vu de différence de rendement négative sur le blé. Alors, juste pour compléter sur cette question, enfin, Jérémy, chez toi, on a fait aussi des essais de fertilisation parce qu'on voyait que effectivement l'azote apporté par la légumineuse ne suffisait pas forcément. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer en faisant de la fertilisation localisée, de la fertilisation à l'automne, au printemps, enfin en organique, hein, on est bien avec des fertilisations bio. On voit qu'effectivement donner un petit temps d'avance à la céréale, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Si du coup. Si, on a été surpris depuis 2 ans On a été étonné parce que là où on a fait les essais depuis 2 ans, c'était sur des luzernes et des trèfles qui étaient développés, très développés. On avait déjà choisi des parcelles, on avait pris beaucoup de chance de notre côté. Donc, vu le développement pour vous donner une idée, c'est des parcelles qui développent 15 tonnes de matière sèche dans l'année. Donc, j'ai plus en tête là les restitutions. La restitution d'azote par rapport au tonnage de matière sèche. Mais si on multiplie 15 tonnes de matière sèche par, je crois que c'est 25 kilos d'azote, ça veut dire qu'il y a 300 unités d'azote. Donc, on a été surpris de voir à quel point la légumineuse confisque son azote. À tel point que la céréale ne voit rien arriver. Ce doux rêve du partage entre la légumineuse et de la céréale, malheureusement, je suis déçu du voyage. Voilà, ça. Encore quelques questions à Alexandre? Oui, on me signale du coup qu'il y a sûrement un risque de coupure qui va se faire parce qu'on est à moins de 2 minutes de la fin du webinaire. On a un petit délai. Du coup, ne soyez pas frustrés par rapport aux questions. Moi, je les ai toutes notées. En tout cas, j'espère avoir noté un maximum de questions sur mes papiers. On essaiera d'y répondre. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre 1 ou 2 questions quand même? Voilà, on a peut-être 1 minute pour une question et puis après on clôturera. 1 minute. Alors, 1 ou 2 minutes. Du coup, est-ce que vous faites quand même une régulation sur le blé? Est-ce qu'il y a besoin de faire une régulation sur le blé pour la luzerne? Moi, de mon côté, régulateur blé, ça fait 15 ans qu'on utilise, même plus que 15 ans, donc non, il n'y a pas de particularité. Pas de particularité spécifique. Ouais, moi c'est pareil, en régulation, j'ai jamais connu, donc j'ai jamais utilisé de régulateur sur mes blés, donc j'en utilise pas plus maintenant. Et même tout à l'heure, on parlait, oui, les insecticides, c'est pareil, j'essaie maintenant de complètement les supprimer de l'exploitation. Donc toi, finalement, et si on reste sur la partie intrant, du coup, au niveau des fongicides, et après j'aurais peut-être une dernière question pour Jérémy, je pense, mais au niveau des fongicides, est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que vous mettez moins de fongicides du fait de l'association des 2 cultures? Alors je pense que Raphaël t'avait déjà un peu répondu dans le sens où tu as dit une carte de dose, il n'y a pas forcément de modification. Guillaume. Et Guillaume, je sais pas si... moi je suis pareil, en raisonné, si on peut appeler ça comme ça. Je suis en fongicide à 1/4 de dose, à quelque chose près par rapport à ce qui est autorisé. J'ai tendance à en faire 2, peut-être par sécurité. Spécifiquement derrière luzerne, en général, j'arrive à en faire qu'un seul. Depuis le temps que j'essaye, en gros, je fais le dernière feuille étalée. Après, voilà, dans mes autres cultures, ayant des précédents maïs, tout ça, j'essaie de sécuriser les pieds. Mais sinon, par rapport au semis sous couvert de luzerne, là, ça fait plusieurs années, un seul fongicide suffit, 1/4 de dose suffit largement à protéger le blé. Je ne sais pas si c'est dû à la luzerne ou dû aux conditions climatiques, mais voilà comment je pratique.
D'accord. Donc Alexandre, je pense qu'il faut qu'on clôture parce que voilà, c'est l'heure. Donc désolé voilà, d'avoir pas pu répondre à toutes les questions. Mais encore merci à Guillaume, à Raphaël et Jérémy de s'être prêtés à l'exercice. Je laisse conclure Alexandre. Oui, bon, déjà, moi je tenais aussi à remercier Guillaume, Jérémy et puis Raphaël pour leur témoignage qui est riche d'expérience. C'est aussi grâce à ce type de rencontre qu'on peut montrer que le monde agricole est en perpétuelle évolution au final dans un seul but qui est de faire évoluer le métier d'agriculteur. Notamment pour répondre à une demande sociétale qui est de plus en plus forte, un réchauffement climatique qui est bien présent et puis bien entendu de sécuriser les systèmes d'exploitation. Je vous remercie pour vos nombreuses questions. Du coup, il y en a eu, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Alors, on tentera d'y répondre. En tout cas, on essaiera d'apporter des éléments de réponse sur une page web qui sera dédiée à ce webinaire, puisque ce webinaire, comme ça a été dit au tout début, il a été enregistré, donc il vous sera possible de le revisionner prochainement. Pour le revisionner, vous allez recevoir un lien directement sur votre boîte mail. Vous pourrez à ce moment-là, vous pourrez télécharger et le revisionner autant que vous voulez, et également le diffuser si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Et donc sur cette page web, du coup, on essaiera d'apporter les réponses aux questions restantes. Voilà. Donc je pense qu'on peut arrêter là. On n'a pas répondu à tout le monde, mais il y a déjà eu pas mal d'éléments de réponse qui ont été apportés par les exploitants. Donc merci à vous. S'il n'y a pas de remarques spécifiques, Virginie ou les exploitants, on peut arrêter le webinaire maintenant. C'est bon pour vous? Et ben, je vous remercie et je vous dis au revoir.